L'Afrique, un continent d'opportunités et sa jeunesse bien plus qu'un trésor. Bonjour à tous et soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de Mediap, le rendez-vous qui fait la promotion de l'entrepreneuriat et de l'innovation technologique en Afrique. Aujourd'hui, nous allons vous parler de So8, une start-up marocaine qui continue de briller. C'est une championne de l'agritech en Afrique. So8 veut aujourd'hui démocratiser l'agriculture de précision sur notre continent et pour y parvenir, elle s'appuie notamment sur l'intelligence artificielle et la télédétection pour permettre à l'agriculteur d'irriguer ses terres avec peu d'eau, savoir quand semer, quand récolter et avoir de très bons rendements. Et le cofondateur de So8 est notre invité aujourd'hui. Il est en direct de Casablanca avec nous. Hamza Rachham, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, merci pour votre invitation. Alors Hamza, vous étiez en charge du développement international d'Erinov, leader français du drone, et à un moment donné, vous avez décidé de tout laisser pour servir votre pays, le Maroc, pour aider les agriculteurs de votre continent, l'Afrique. Hamza, comment est née cette envie soudaine de moderniser l'agriculture en Afrique à travers So8 ? C'est une série de rencontres en réalité qui nous ont amenés à construire ce périple-là. D'abord, la rencontre de l'agriculteur africain, parce qu'il a ce potentiel qui est assez énorme en terres arables, en capacité d'amélioration de sa productivité, en capacité à créer des économies émergentes, parce que l'agriculture est au centre de toute émergence. Et de l'autre côté, c'est aussi la rencontre de mon cofondateur, qui est ingénieur en traitement de l'image et du signal, et qui avait cette capacité à comprendre et à savoir ce que l'intelligence artificielle pouvait faire pour l'agriculteur. De manière très simple, ce qu'elle pouvait lui apporter au quotidien. Et Hamza, aujourd'hui, qui sait peut-être que des agriculteurs sont en train de nous suivre et je veux qu'ils sachent, qu'ils comprennent l'urgence qu'il y a aujourd'hui à profiter des progrès de la technologie. Alors, concrètement, si un agriculteur vous contacte, comment votre start-up, So8, pourra-t-il l'aider à savoir comment irriguer sa terre, quand semer, récolter et avoir de très bons rendements ? L'expertise principale de So8 concerne l'eau, cette ressource précieuse, indispensable à toute production agricole. Et on répond à des questions donc très simples pour l'agriculteur. Combien j'ai d'eau ? Combien mes plantes ont besoin d'eau ? Combien en réalité j'ai apporté d'eau ? Des questions qui semblent simples, mais qui en réalité sont loin d'être maîtrisées. Les ressources hydriques étant de plus en plus erratiques, c'est difficile aujourd'hui de savoir combien d'eau on a dans son puits. Le besoin des cultures étant de plus en plus complexe à appréhender au vu du changement climatique, des fortes chaleurs qui aujourd'hui occasionnent des troubles dans le développement de certaines cultures, et aussi le contrôle de l'irrigation, le contrôle de ce que j'apporte, qui semble évident parce que finalement je dis avoir ouvert mon système d'irrigation pendant 3 heures et pas aussi évident qu'on le pense parce qu'il y a une hétérogénéité, parce qu'il y a des problématiques diverses dans les systèmes de pression, d'uniformité, ainsi de suite. Et donc notre métier, c'est de mesurer la réalité du terrain et en fonction de cette mesure, de pouvoir agir de la manière la plus optimisée possible, réduisant la quantité d'eau consommée, réduisant la facture énergétique de l'agriculteur et améliorant donc la productivité en se mettant le plus proche possible du besoin réel des cultures. Alors, vous avez parlé du réchauffement climatique. Justement, qu'en est-il de l'impact environnemental de vos solutions? Comment apportent-elles leur pierre à l'édifice dans un contexte où de nombreux pays, à l'image du Maroc, luttent contre le stress hydrique? Nos solutions, en réalité, ont un impact direct sur à la fois la consommation et des ressources naturelles et de l'autre côté sur la productivité. Un audit indépendant a d'ailleurs été mené par USAID, l'agence d'aide au développement américaine, qui a montré que nos agriculteurs consommaient jusqu'à 25% d'eau en moins, tout simplement parce qu'ils connaissaient le besoin réel des cultures et donc s'adaptaient à ce besoin-là. De l'autre côté, plus de 80% des agriculteurs ont déclaré une augmentation
de la rentabilité de leur exploitation agricole. Nos solutions, en allant jouer directement sur la consommation hydrique, en collant au plus proche du besoin des cultures et de la demande climatique, viennent donc réduire et optimiser la consommation en eau, ce faisant réduisant la consommation énergétique et donc l'empreinte carbone des exploitations agricoles. L'agriculture au Maroc représentant plus de 85% de la consommation de l'eau, on comprend que c'est le levier principal pour venir réduire la pression sur la demande plutôt que d'avoir un raisonnement sur l'offre en continu. Et qu'en est-il de l'accessibilité, disons, à ces technologies? Est-ce que tous les agriculteurs aujourd'hui, je le sais, n'ont pas les moyens de se procurer cette solution? À votre niveau, comment vous vous organisez pour démocratiser davantage l'agriculture de précision? Alors, on a trois leviers pour effectivement passer de la grande exploitation, pour lequel aujourd'hui, ceci, c'est le b.a.-ba. C'est indispensable aujourd'hui de savoir combien j'ai d'eau, combien je dois apporter et combien j'apporte. Et pour passer au-delà de la grande exploitation, il y a trois leviers. Le premier levier, c'est des solutions de financement. On ne peut pas demander à un agriculteur de s'équiper 10 000, 15 000, 20 000 dirhams sans qu'il ait de solution de financement, parce que la technologie va lui apporter de la valeur sur le temps. Elle va lui permettre de continuer à cultiver de manière rentable. Et donc, on a par exemple des partenariats pour financer l'accès aux capteurs qui sont indispensables pour relever la donnée et agir. L'accès à ces capteurs-là est financé donc par leasing, par exemple. La deuxième solution, c'est la vulgarisation. Il est indispensable de travailler avec l'agriculteur pour qu'il comprenne la valeur ajoutée de ces solutions. Lui qui, par exemple, irrigue de manière continue ses oliviers 25 litres par jour, pourquoi il faudrait qu'un jour il irrigue 15 et un autre 30 et qu'il optimise? Ça, c'est un travail qu'on mène avec les instituts de recherche. On a une convention cadre, par exemple, avec l'Institut national de recherche agronomique. On essaie sur des plateformes de vulgariser l'utilisation de ces technologies, en quelque sorte de les démystifier, parce qu'en fin de compte, ces technologies ne font que mesurer et apporter une action, chose que l'agriculteur a toujours fait, mais simplement en mesurant de manière fiable et précise. Et le troisième levier qui est extrêmement important, c'est le partenariat aussi avec les autorités de tutelle, donc avec le ministère de l'Agriculture, qui est extrêmement proactif aussi dans l'utilisation du numérique pour en faire un levier pour l'agriculteur. Et donc ce partenariat forcément passe avec la collaboration avec les différentes agences du ministère qui visent principalement à mettre en place ces solutions sur des périmètres qui concernent les petits agriculteurs, notamment par exemple les périmètres irrigués qui sont des périmètres collectifs de petits agriculteurs qui se groupent pour pouvoir bénéficier d'irrigation, mais bénéficier d'une irrigation optimisée. C'est essentiel si on veut préserver nos ressources hydriques. Alors Hamza, aujourd'hui, au-delà du Maroc, dans quels autres pays africains êtes-vous présent et comment adaptez-vous vos solutions aux différents contextes locaux? En réalité, on a un produit qui s'adapte très bien aux différents contextes, étant donné que ce produit est en réalité mis en place sur le terrain par nos équipes agronomiques. Ces équipes-là sont des équipes souvent locales qui ont le savoir de la région et des problématiques de la région. Ce n'est même pas d'ailleurs à l'échelle du pays, mais d'un bassin de production. Et donc nous, notre produit qui consiste à mettre en place des capteurs pour collecter de la donnée, des règles de décision pour prendre en compte ces paramètres afin d'agir de la manière la plus optimisée possible, c'est relativement générique. Ce sont des règles universelles qu'on va venir adapter à la réalité du terrain par un savoir agronomique local. Et donc très concrètement, nos agronomes se rendent sur le terrain au Kenya, au Côte d'Ivoire, au Sénégal, en Tunisie, au Niger, se rendent sur le terrain, comprennent le besoin d'un producteur, dimensionnent les capteurs qui sont nécessaires et puis à partir de là, on commence à lui envoyer de l'information tous les jours et de l'action tous les jours pour qu'il prenne les meilleures décisions possibles. Pour que tout cela marche, Hamza, il faut des données. Et il y a de cela 2 ou 3 ans, vous me disiez que chez Soit, la demande était trop forte, plus de demandes, donc plus de données à traiter, mais ce n'est pas toujours facile. Quelles sont les difficultés auxquelles vous faites face, justement concernant la collecte de données, aussi bien au Maroc que dans les autres pays d'Afrique? Il y a principalement deux difficultés. La première, effectivement, vous l'avez dit, il faut que ces systèmes-là se mettent à l'échelle. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils soient utilisés par le plus grand nombre d'agriculteurs pour qu'on puisse, à partir d'un moment, recueillir suffisamment de données et donc agir de la manière la plus proactive possible. Je vous donne un exemple. Si tous les agriculteurs avaient installé des capteurs qui mesurent
le niveau d'eau dans le puits, le niveau statique et le niveau dynamique, eh ben, ça nous donnerait une idée beaucoup plus précise de la nappe, et donc ça permettrait de faire de la gestion collective de la nappe et d'orienter les agriculteurs pour pomper au meilleur moment afin de préserver la nappe. Et donc, la généralisation des systèmes à l'échelle d'un territoire est extrêmement importante pour passer un cap dans la prise de décision et pouvoir apporter encore plus de valeur aux producteurs. Il se trouve aujourd'hui, et en effet, comme vous le dites, qu'il reste un cap à franchir, le cap de passer des agros plutôt industrie ou des agriculteurs qui produisent des cultures sur une certaine surface avec un certain niveau de performance aux agricultures plutôt collectives, solidaires, coopératives, sur lesquelles on a encore du mal à franchir un cap en termes d'adoption et qui donc fait qu'on a moins de données provenant de ce type d'agriculteurs et donc moins d'exposition à leurs pratiques et de leviers d'optimisation. Le deuxième problème auquel on va faire face pour venir plutôt traiter ces données, on a énormément de données qui proviennent aujourd'hui, plus de 300 000 points de données au Maroc qui peuvent concerner l'humidité du sol, le diamètre d'un tronc, la température, enfin énormément de données, la salinité d'un sol, mais avoir beaucoup de données sans avoir en tête le besoin réel de l'agriculteur, c'est vain, c'est inutile. Et donc, ce qui est extrêmement important, c'est d'arriver à des cas d'usage qui sont relativement ciblés et qui permettent d'avoir un impact relativement large. Je vous donne un exemple, le dessalement en est un. Aujourd'hui, le sujet du dessalement, c'est d'abord un sujet de coût de dessalement et de consommation énergétique. Et donc, si on avait suffisamment de données sur les cas d'usage dessalement, sur le coût du mètre cube, sur le rendement d'une station de dessalement, sur la possibilité de retraiter les eaux saumâtres, sur la conséquence de cette qualité d'eau sur les différentes cultures, eh ben, on pourrait faire émerger un cas d'usage dessalement, c'est déjà d'ailleurs le cas chez certains clients agro-industriels, qui permettrait donc au grand nombre de comprendre en quoi le dessalement peut avoir un intérêt pour la production et quelles sont les limites du dessalement pour d'autres productions. Donc, pour résumer, les limites, premièrement, sont d'ordre généralisation à l'échelle territoriale et différents types de pratiques. Et deuxièmement, ciblage de plus en plus de problématiques, de plus en plus de cas d'usage qui peuvent apporter de plus en plus de valeur. Hamza, aujourd'hui, quel regard portez-vous sur l'évolution de l'agritech en Afrique? Moi, à mon sens, c'est trop peu développé aujourd'hui encore. Quand on sait que le PIB africain oscille à 30 à 40% du PIB est agricole, quand on voit par exemple que le niveau de l'investissement dans l'agriculture en Afrique ne dépasse pas 2%, donc 2% de l'investissement versus quasiment 30 à 35% du PIB, on voit très bien aujourd'hui que l'agriculture n'est pas privilégiée dans le déploiement des technologies. Il y a des poches de savoir et des poches de déploiement. Je pense par exemple au Kenya, qui est un pays assez formidable et qui a montré la capacité à accéder à des technologies. Je pense par exemple à des solutions qui permettent de financer aujourd'hui 200 000 agriculteurs en allant faire un credit scoring très précis de l'agriculteur, en allant bien cerner son collatéral, ou le Nigeria, où on a des solutions aujourd'hui aussi qui s'étendent de manière très rapide. Simplement, on n'est pas à la hauteur du challenge. Le challenge, c'est celui de nourrir un continent qui a une croissance démographique galopante. C'est celui de permettre à l'agriculteur africain d'augmenter sa valeur ajoutée et d'avoir une réponse à l'enjeu de changement climatique. Merci. Et aussi finalement de celui de faire émerger une souveraineté au niveau de la donnée et de permettre de construire des champions locaux et continentaux. Hamza Chaham, merci pour toutes ces précisions. Merci d'avoir répondu à nos questions. Le Maroc est fier de vous, l'Afrique aussi. Merci. Merci. Voilà qui referme Mediap. Merci de l'avoir suivi. Un grand merci également aux équipes techniques et rédactionnelles. Où que vous soyez, prenez soin de vous et allez jusqu'au bout de vos rêves. N'abandonnez jamais.